Donc, le premier modèle qui a été développé dans les années 50 et 60, c'est. Voilà. Donc, c'est la cible unique. Donc, on a un événement 0 ou 1. Donc, soit la cible est touchée, on a une mort cellulaire, soit la cible n'est pas touchée. Et là, on a donc la cellule va survivre. Sur ce type de plot, on va avoir donc une linéaire. Donc, en semi-logarithmique, on va avoir une exponentielle décroissante. Et ça sera donc une linéaire en semi-log. Par contre, si on va prendre plusieurs cibles, donc n cibles, on va voir que la courbe va présenter des épaulements. Donc, il y a un tir qui touche, un tir qui ne touche pas. Ensuite, il faut 2 tirs, 3 tirs pour tuer la cellule. Donc, on va avoir sur le plot, on va avoir un épaulement. Cet épaulement va dépendre du nombre de cibles. Et généralement, donc, pour les tissus cellulaires, pour la cellule biologique, donc, généralement, c'est un modèle à 2 cibles. Donc, lorsqu'on extrapole la tangente vers l'axe des Y, on va retrouver notre nombre de cibles. Et généralement, il est de 2 pour tout ce qui est biologique. C'est du biologique. Donc là, on essaie d'établir cette courbe qui a une partie linéaire et une partie en exponentielle. Donc, ça sera la somme de 2 courbes, la courbe en exponentielle directe linéaire qui représente les morts létales et donc la partie avec épaulement qui représente donc la mort cellulaire qui est due aux lésions, l'accumulation de lésions sublétales. Donc, je passe. Donc, la partie alpha qui représente la linéarité, donc elle définit donc la courbe initiale, donc la pente initiale de la courbe, et la partie bêta, donc c'est la partie qui est due à l'épaulement de la courbe. Donc, la valeur du alpha et la valeur du bêta en eux-mêmes n'ont pas une signification biologique assez intéressante. Et là, donc, les radiobiologistes se sont aperçus que si on met donc, une égalité entre le alpha D et le bêta D carré, qui représente, on a autant d'événements létals que d'événements sublétals, si on fait une égalité entre les 2 équations, on va retrouver que cette dose-là qui va engendrer autant de lésions létales que de lésions sublétales, elle n'est que le rapport de alpha sur bêta. Et en plus, cette valeur-là, c'est une dose. Donc, c'est du grec. Donc, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on peut expliquer et qu'on peut parler entre nous ensemble avec le même langage. Donc, les valeurs du alpha bêta, elles sont faibles, comme l'a déjà dit mon ami Salim. Donc, elles sont faibles pour les tumeurs donc, qui progressent lentement. Et pour les tumeurs rapides, donc, par exemple, les head and neck ou bien le service polyutérin, donc elles sont plus importantes. Pour les tissus sains, donc pour les effets tardifs, donc ceux qui répondent tardivement aussi, donc on a des alpha sur bêta qui sont faibles. Et par contre, pour les effets aigus, c'est des alpha sur bêta qui sont importants. Donc, il y a eu des alpha sur bêta qui ont été déterminés dans la littérature en in vitro. Par la suite, on a pu déterminer d'autres valeurs alpha sur bêta que je vais devoir vous montrer par la suite. Donc, si on choisit 2 gammes, les alpha bêta faibles et les alpha bêta élevés, donc on va voir que donc, cette courbe, la première courbe qui représente les alpha bêta faibles, on voit qu'elle est plus prononcée, donc elle est plus courbée, elle décroît rapidement. Et on voit que pour atteindre donc, la tangente à la courbe à l'entrée, pour atteindre donc, cette égalité entre alpha d et bêta d carré, on obtient des doses qui sont faibles et donc on a une expansion qui décroît très rapidement. Par contre, pour les tissus où les alpha bêta sont élevés, donc on va voir qu'on ne va atteindre cette égalité que pour des doses assez élevées et donc on aura cette égalité qui sera à des doses plus importantes. Donc, il y a eu le Fowler qui a présenté en premier, donc, déjà dans les années 90. Moi, lorsque j'ai fait mes études en radiobiologie, il n'y avait pas encore BET. Donc, on était TDF, NSD, etc. Donc, le BED, il est venu après, donc c'est Fowler qui l'a introduit. Et donc, il dit que cette dose-là, le BED, elle n'est que la dose totale, ce qu'on appelle la dose physique, c'est le ND, nombre de séances par la dose par séance, qu'on va multiplier par un facteur qui représente le rapport entre la dose par séance D, si elle est faible ou élevée, sur l'alpha bêta de la cellulaire. Et donc là, elle va nous donner un gradient. Si alpha bêta élevé et dose par séance faible, on n'aura pas d'effet important. Si dose par séance élevée, alpha bêta faible, on aura un effet, un accroissement qui est très important.
Donc, moi, plutôt, j'aime les équideux, donc, puisqu'ils sont plus parlants que, que le BED, puisque le BED, c'est une valeur absolue qui donne des centaines de degrés qui ne parlent pas, mais l'équivalent classique de Q2, qui est l'équivalent classique d'un schéma. Donc, un schéma 30 en 20 fractions, 60 en 20 fractions. Lorsque je dis que son équivalent classique, il est de 76 degrés, c'est plus clair que lorsque je dirais qu'il a un BED de 177. Chose que l'on n'arrive pas à cibler facilement. Donc, si on prend un exemple d'un schéma de 4 séances à 5, je passe celle-là. Donc, si on va comparer, par exemple, si on prend le sein, par exemple, avec un alpha sur bêta qui est égal à 4, supposé égal à 4. Donc, si on prend un traitement classique de degrés en 25 séances, donc on a un BED de 75 et un EQ de 50, puisque c'est du classique déjà. Si on compare les autres schémas qui ont été déjà présentés par mes collègues, on voit qu'on tourne autour de ça. Donc, donc on essaie d'arriver à un équivalent classique de 50 et à un BED qui tourne autour de 70-75 degrés. Ensuite, donc, il y a eu les déterminations cliniques des alpha sur bêta. Donc, les différents essais randomisés qui ont été comparés, traitement classique avec traitement hypofractionné, ont permis de faire des calculs et une estimation de l'alpha sur bêta. Comment? Donc, on va calculer le BED pour chaque schéma et on essaie de trouver quel est l'alpha bêta qui va nous donner l'équivalence. Donc, si on fait 3 bras, par exemple, 3 par 13, ou bien 3,2 par 13, ou 3,5 par 13, on va essayer de trouver lequel des schémas équivaut au second. Et donc, par là, on va faire une équivalence, une égalité. Et de cela, on peut déduire facilement à partir de cette formule la valeur de cet alpha bêta. Mais ce n'est pas aussi simple. Je vous conseille de tous de lire cet article qui est bien fait, qui est fait par Von Louvel, qui est un Hollandais qui était aussi un élève de Wandersi, et il a fait une revue de la littérature sur toute la partie pour la détermination des alpha bêta en clinique dans les différentes localisations. Pour les gens, la communication dans le PC, j'autorise tout le monde à l'apprendre. Donc, mais cet alpha bêta, il n'est pas spécifique à une localisation. Si on prend le sein, par exemple, chaque effet, par exemple, la télénoctalgie, le cosmétique effect, la rétraction mammaire, chaque effet, il a son alpha bêta. Parce que l'équivalence n'est pas dans la totalité. Donc, si on compare les faits, on trouve que 13 par 3 donne moins de rétraction mammaire qu'un 13 par 3,5. Par contre, dans le contrôle local, le 3,5 il est mieux, etc. Donc, l'alpha bêta, il n'est pas fixe pour ça, mais chaque effet, il a son alpha sur bêta. Donc, c'est plus compliqué encore. Donc, là, cet article aussi, il est free on the router. Vous pouvez le prendre, celui de Brand. Donc, il a fait une revue de la littérature sur toutes les nouvelles valeurs de l'alpha bêta pour les différentes localisations. C'est un article que j'ai beaucoup aimé. Donc, à part ce linéaire quadratique qui n'est pas miraculeux, il a aussi ses défauts, qu'on va voir par la suite. Il y a plusieurs autres modèles qui ont été développés, et surtout le troisième, le linéaire quadratique linéaire, qui est, je pense, qui est ça le futur pour l'hypofractionnement. Donc, pour le fractionnement, on a deux types de fractionnement. Donc, on a fraction en une seule séance pour l'hypo qui est ultra hypofractionné. Et donc, un fractionnement, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Il va nous permettre, si on va sur la courbe, la première courbe rouge, c'est une irradiation en séance unique. Et la deuxième courbe, où on va reproduire chaque séance, une deuxième séance, une troisième, une quatrième, etc. On va voir que pour avoir, par exemple, un contrôle, une survie de 1 millième, donc une cellule sur 1000 qui va survivre, il suffisait en une seule fraction d'avoir une dose de 5 et quelques degrés. Par contre, en 4 fractions, ils font une dose de 8. Donc, c'est ce genre de courbes qui vont nous aider à tracer, à avoir des valeurs de l'alpha bêta et l'effet du fractionnement. Donc, je vais passer à ça. C'est la définition de l'hypo, de l'hyper et du fractionnement classique. Donc, ce qui serait intéressant donc, pour les alphabets faibles, c'est d'essayer d'augmenter les doses. Par contre, pour les alphabets qui sont élevés, par exemple dans la tête égout, c'est pour ça qu'on fait du bifractionné dans les têtes égout, parce que c'est des alphabets qui sont élevés. Et là, on a intérêt de réduire la dose par séance et d'augmenter le nombre de séances. On contrôle mieux la maladie et on a des effets secondaires qui seront moindres. Donc, il y a deux types
Donc là, c'est la définition du modéré et de l'ultra. Donc maintenant, on va parler donc comment on pourra bénéficier de ce hypofractionnement clinique. Donc en pratique, donc, pour les alpha bêta faibles, donc il y a deux situations. On peut faire soit une désescalade de la dose, c'est-à-dire qu'on va garder dose contrôle local qui est fixe. Donc, par exemple, on prend le cas de la prostate, 76 G ou 78. On va chercher des schémas qui donnent la même dose au niveau de la prostate, le même équivalent classique de dose au niveau de la prostate, mais ça va donner moins de toxicité sur les organes à risque. Ou bien, on va choisir le choix de l'escalade. Donc, on va garder une toxicité égale rectum, par exemple, prostate, rectum vessie, par exemple, et on va essayer de donner un fractionnement qui est plus important, un équivalent de dose au niveau de la prostate qui est encore plus élevé. Je donne là, donc il y a cet article-là aussi qui explique ça très bien. Donc là, on a tracé un plot. Donc tous ces schémas-là, ces 5 schémas, ils sont équivalents, ils donnent 76 degrés à la prostate, bien sûr en équivalent Q2, en équivalent classique, mais chacun de ces schémas, il est plus ou moins toxique au niveau des effets secondaires sur les tissus. On voit qu'on passe de 76, on passe à presque 60 degrés. Donc si vous remarquez le schéma, le 20 à 3 degrés à peu près là, donc on a à peu près, on est à 68 degrés à peu près en dose équivalente au niveau du rectum. Par contre, on est au niveau de la prostate à 76 degrés. La deuxième attitude serait de garder les mêmes doses rectales et vésicales, mais augmenter la dose au niveau de la prostate. Pour cela, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va garder l'équivalent classique au niveau des organes à risque qui est fixe, et on va essayer d'augmenter l'équivalent classique pour la prostate. C'est ce qui a le choix de laisser du 2,5 en 28 de 70 degrés l'américain. D'accord. Et aussi, donc on peut avoir, au lieu de faire 20 fois tawagré, on peut faire 22 séances de tawagré. On aura la même PQ2 pour les organes à risque, mais on aura une augmentation de la dose au niveau de la prostate. Donc il y a 2 stratégies en hypofractionnement. Il y a ces 2 slides-là qui sont très importants, surtout pour les physiciens. Il faut faire attention lorsqu'on fait de l'hypofractionné sur surtout les surdosages et des non-couvertures aussi. Parce que au fur et à mesure qu'on augmente la dose, 7% sur un traitement classique, par exemple, la 107 elle est à moins de 2%, on peut l'accepter, mais au fur et à mesure qu'on augmente la dose à 2,6, à 3, à 3,5, il faut descendre en maximum de dose. Il faut ne pas accepter, par exemple, lorsqu'on monte à 2,6, il faut la 105 inférieure à 2%. Lorsqu'on monte à 3,2, il faut la 104 inférieure à 2%. Donc, il faut essayer de réduire au maximum les surdosages et couvrir de mieux en mieux notre volume, puisque aussi la dose équivalente, elle va rechuter rapidement aussi. Je passe maintenant. Donc, qu'est-ce qui nous a permis de faire cet hypofractionnement? Donc, premièrement, on a actuellement des distributions de doses qui sont ultra conformes avec les nouvelles techniques, le VMAT, IMRP, toutes les TOMO. Donc, on est plus conforme, donc on peut se permettre de faire cet hypofractionnement en gardant des toxicités acceptables. Deuxièmement, donc on a des imageries. Donc, faire l'hypofractionnement, surtout ultra sans imagerie, il faut faire attention. Donc, l'imagerie, c'est l'imagerie paroidée ou bien le tracking on-site qui permet de faire ça. Il y a aussi les données cliniques qui sont favorables. Dr. Chebrasso a énuméré dans les différentes localisations, surtout là où il y a l'alpha-bêta et les faibles. Et aussi, on a des outils de contrôle qualité maintenant, contrôle qualité patient, qui sont très développés et on est plus sûr de ce qu'on donne à nos patients. Mais pourquoi on veut faire ça? Pourquoi on veut traiter en hypo? Premièrement, parce qu'il est possible, parce que c'est devenu possible. Avant, dans les années 50, on faisait de l'hypo, c'était toxique. D'accord. Maintenant, c'est possible avec ces nouvelles techniques. Deuxièmement, c'est plus pratique pour les patients, pour ne pas faire venir à chaque fois, sur 8 semaines et 7 semaines. Et deuxièmement, le coût, c'est pour réduire les coûts. Et donc, la DNR, c'est pour réduire les délais d'attente dans les différents centres. Mais, il y a toujours un mais le modèle linéaire quadratique n'est pas adapté aux doses très fortes. Lorsqu'on va au-delà de 8 degrés, le LQ va commencer à donner des surestimations et des sous-estimations des effets.
Et donc, pourquoi? Parce que, du point de vue radiobiologique, parce que les alpha bêta qui ont été déterminés, ils ont été déterminés avec des doses par séance qui étaient de l'ordre de 7, 6, 5, 4, et on n'a pas fait des alpha bêta sur des doses élevées. Et comment on peut expliquer ça du point de vue biologique? Premièrement, il y a les dommages vasculaires qui vont augmenter, une perméabilité qui va augmenter, ça va réduire, donc, ça va augmenter les séquelles au niveau des tissus, au niveau environnement. Il y a aussi l'effet immunitaire dont parlait Dr. Chebrasso, et il y a plus d'apoptose aussi au niveau cellulaire. Donc, il y a, pour les modèles, donc je vous conseille de lire cet article donc, qui explique bien les limites de l'hypofractionné. Il y a aussi l'introduction d'immunothérapie. Donc, on parle sur les nouveaux, l'introduction des traitements immuno en parallèle avec l'hypofractionnement. Donc, il y a un article que je vous laisse qui est téléchargeable aussi, que vous pouvez lire pour l'apport de l'immunothérapie dans la radiothérapie hypofractionnée. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, il y a quatre points. Le premier point, que l'hypofractionné, il a été déjà testé, mais avec plus ou moins de succès dans les années 50 et les années 70. Plusieurs travaux de recherche, donc in vitro, ont montré que plusieurs tumeurs ont des alpha-bêta assez faibles, surtout la prostate, le sein, le poumon aussi, comme l'a précisé Dr. Chebrasso. Et donc, avec des traitements de plus en plus conformes, actuellement, on peut élargir notre clinical ratio. Donc, on élargit la toxicité par rapport au TCP, donc on peut les élargir, donc ça permettra de traiter mieux les patients en hypofractionnés. Et les résultats aussi à long terme des essais rétrospectifs qui ont été menés et déjà publiés, donc vont nous permettre de définir mieux la place de cette hypofractionnement que doit prendre l'hypofractionnement dans la radiothérapie moderne. Et je vous remercie. J'espère que la 20 minutes passées. Merci M. Bagui pour cette présentation pertinente, et donc, qui montre bien que le radiothérapeute et le physicien sont des compagnons à vie pour la radiothérapie, pour mieux comprendre la physique et mieux comprendre ce qui se passe cliniquement pour une meilleure prise en charge du patient. Le docteur Chebrasso reprend la communication, le point de vue du radiothérapeute dans l'hypofractionnement. Merci.